Cette session, c'est une session d'information, mais aussi de partage, mais d'échange aussi sur le thème, la civic tech au service de la gouvernance démocratique. Vous allez comprendre pourquoi. Ici, il y a plusieurs organisations de la société civile, européenne ou africaine, qui portent ensemble un projet. Et c'est ce projet qu'on va vous parler tout à l'heure, et des activités de ce projet, mais aussi des opportunités que ce projet pourrait présenter, en fait, pour certains d'entre vous, mais aussi pour vos organisations. Je vais laisser la parole à Andrew pour qu'il commence déjà par nous présenter le projet, et ensuite chacun d'entre nous, nous allons prendre la parole pour dire ce que notre organisation va faire, ce qu'elle va apporter comme plus ou comme activité. Sounds good? Andrew. Thank you very much. Good afternoon, everybody. I am Andrew Songa with the European Partnership for Democracy. And I'm going to be facilitating a conversation about a project we are very excited to share with you all, particularly because of some of the themes we've been discussing in the conference so far. We've emphasized the importance of elevating civic engagement in public affairs, and in particular governance. And we've also been exploring how we can use the digital space and civic technology to elevate and enhance that civic participation. And so it's in that context that the European Partnership for Democracy, alongside the partner organizations that you will hear from in the panel, came together and formulated a project called the Charter Project Africa. And so I'll just ask the technicians at the back to put up the slides, please. Yes. So we will be discussing the Charter Project Africa as an endeavor or a program project that is designed to elevate civic participation through utilizing civic technology. So next slide, please. And next slide, please. So what is essentially the Charter Project Africa? We've envisioned the Charter Project Africa as a Pan-African project. That means cutting across the continent and focusing particularly on member states' commitments to the African Charter on Democracy, Elections and Governance, which is an African Union instrument that focuses on democratic governance. Next slide, please. And so how do we then focus or elevate the implementation of the African Charter on democracy, elections and governance? As I mentioned, we want to try and use civic technology to raise the voices of the public in terms of raising concerns around democratic governance. And how will this be done? The project aims to facilitate a series of financial resources through some sub-grants to support civil society initiatives based on civic technology, as one of my colleagues will explain later. But then also to be able to provide some aspects of technical resources in the form of disseminating and creating a great understanding on the Charter on Democracy, Elections and Governance, being able to consolidate other useful resources and materials at a country level and also at a regional level, but then also informing aspects of research and policy analysis that we can then use to influence leadership at the state level, but also at the African Union level. Next slide, please. And so the targets for the project, therefore, become the citizens themselves, trying to enliven the concerns of the citizens, trying to make sure they're more informed about some of the instruments that inform state obligations on democratic governance, but then also civic initiatives in terms of beyond the citizen, also organized citizen groups such as civil society, but then also the policymakers themselves who make the choices that inform the democratic space in our respective countries. And particularly, sorry, just before we move to the next slide, particularly one of the key organs within the African Union we hope to engage is the African governance architecture.
Now, the African governance architecture is the organizing framework within the African Union that brings together different organs that are concerned with democracy, human rights, and electoral governance as well. So we're talking about, for example, the African Commission on Human and People's Rights, which sits in Banjul. We're talking about the Department of Political Affairs and Peace and Security within the African Union Commission in Addis Ababa. We're talking about the African Peer Review Mechanism. We're talking about the Pan-African Parliament and such like organizations. Next slide, please. And so what's the structure for the project? It's a 3-year project that kickstarted in this year, 2021, and should run until June of 2024. There are some specific target countries that we will focus on in the project, 11 of them, I believe, and that's Benin, Botswana, Cabo Verde, Ethiopia, Kenya, Nigeria, Senegal, South Africa, Sudan, Tanzania, and Zambia. But then also, in terms of policy advocacy, there's a broader continental focus. So there's some target countries, but still the reach of the project on some levels is a continental one. And then these are the partners we have under the project. Africtivists, Code for Africa, Democracy Works Foundation, the Gore Institute, the European Center for Development Policy, and the European Partnership for Democracy. You'll hear more about the roles of the organizations in the project a bit later. It is funded by the European Union with some level of support from GIZ, particularly on the aspects of the funds I mentioned, the sub-grants we would want to give certain civil society organizations to utilize towards civic technology innovation in the space of democratic governance. Next slide, please. And so what are the objectives for the project? Essentially, it's to elevate civil society and the citizenry in terms of making sure their voices have a significant impact at the continental level, particularly within the decision-making processes of the African governance architecture. Next slide, please. It also wants to ensure that we elevate youth-led initiatives as well by strengthening their ability to utilize knowledge, to utilize data and technology in a way that they can then also monitor and promote the implementation of the African Charter on Democracy, Elections, and Governance within their own local levels. Next slide. But then also, like I mentioned, we are targeting the policy makers and other decision makers at the national level by trying to foster increased collaboration and conversational spaces between civil society and these decision makers. Next slide. So the approaches are listed there. I've already mentioned the civic technology fellowships. There's levels of digital engagement that will be supported under the project. We also hope to generate evidence through working with civil societies at the national level that can demonstrate the state of democratic governance on the continent. We hope to foster policy dialogues between civil society and the decision makers, as I mentioned, but then also to have levels of analysis in terms of where the relationship between African Union organs and civil society lies right now and how it can be improved. And then also to design tools that can improve that relationship and ensure that the strategic engagement between civil society and the African Union organs. Next slide, please. So then the project is divided into a series of activity clusters or themes around which the activities will be organized. Next slide. So the first cluster is civil technology and digital engagement. This is where, like we've already mentioned, we'll be looking for ways to support particularly youth-led civil society initiatives towards encouraging them to use civic technology in their advocacy around democratic governance. Next slide. Then there's the grants themselves that then will be dished out, and my colleague Leon will explain a bit further about how that will work. Next slide.
Then there's regional engagement, like I mentioned, fostering, when we talk about fostering dialogue, it's about utilizing the established spaces of the African Union, where the African Union actually invites civil society to engage with them, but then also creating our own spaces, where we create spaces for dialogues with some of these decision makers. So holding regional discussions with policymakers at the sub-regional level, for example, within the ECOWAS region, within the East African Community region, and within the SADC region, but then also holding dialogues at the very top of the regional level with the African Union in Addis. And then there's the aspect of the African governance architecture support and matchmaking. This is now working very closely if we generate evidence around the democratic situations in certain countries, it's making that kind of evidence available to the policymakers in the African Union in the hope that they can use that to inform their decisions, but then also being open to receiving input and information from the African Union organs as well to inform some of the work we are doing at the ground level. So this becomes the apex of collaboration. Next. And then there's the policy analysis and strategy, which one of my colleagues will get into as well. So in-depth research on key themes around democratic governance, in key themes such as the interaction between civil society and the African Union, in the hope that this research will enrich not just our own understanding of the system, but also improve our approaches to engaging with the African Union system, and hopefully also inform how the African Union engages with non-state actors. So now it's at this point that I will cede the floor to some of the colleagues you see around me to kind of discuss and introduce the organizations that are part of this project and some of the roles that they will be playing within this project. And so the first person I will invite will be Aisha Dabo to say a bit about Africtivists and what they will be doing within the Charter Project Africa. Donc, merci Andrew. Comme Andrew l'a présenté, ce projet est une collaboration entre 6 organisations africaines et européennes. Et l'objectif est de disséminer davantage la charte africaine pour la bonne gouvernance, la démocratie et les élections. Nous allons travailler à plusieurs niveaux, en commençant au niveau national avec les 11 pays, au niveau régional avec les organisations régionaux comme la CEDEAO, SADC, CEMAC, et aussi au niveau continental avec l'Union africaine. Maintenant, nous, en tant qu'organisation panafricaine, Africtivistes, notre rôle, en fait, c'est d'apporter ce côté société civile digitale. En plus, nous allons organiser, on devait avoir tout à l'heure un brainstorming pour notre prochain hackathon sur les civic tech. L'objectif en fait de cette composante, c'est de faire un appel à soumission pour que différents acteurs jeunes en Afrique puissent soumettre des projets qui impliquent la technologie, qui utilisent la technologie pour faire avancer la démocratie. Donc cette session a été reportée, on va la tenir en ligne après. Et ceux qui seront intéressés pourront nous rejoindre dans cette discussion-là. La deuxième composante, c'est le dialogue en ligne, une consultation citoyenne en ligne qu'on va tenir par des sessions Zoom. Il y a un site qui va être lancé, les gens pourront faire leurs contributions en ligne, en anglais et en français. Il y a une troisième langue, je crois que c'est le portugais, donc c'est assez inclusif comme projet. Au-delà de ça, nous avons aussi le site web. Actuellement, nous allons commencer par le lancement du Civic Tech Fund. C'est une plateforme de subvention, d'appel à soumission, bien sûr, et des personnes peuvent être subventionnées, mais il y aura aussi un accompagnement technique.
Nous allons avoir beaucoup de sessions en ligne, que ce soit sur les réseaux sociaux et sur le site web. Et l'objectif, en fait, c'est de recueillir autant d'opinions, autant de contributions que possible, parce qu'il y a un secrétariat du projet qui va jouer qui sera un pont entre ce qui va être fait et l'Union africaine. Donc tout ce que nous faisons, nous allons les faire remonter. Et un des autres objectifs, c'est d'améliorer cette collaboration, ces échanges entre la société civile et l'Union africaine. Donc je vais passer la parole à Abdulaziz, qui est programme assistant dans ce projet au niveau de Afrique TVIS, pour qu'il parle un peu des autres points. Okay. Merci Aïcha. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez tous bien mangé. D'abord, je suis très heureux d'être ici avec mes collègues que je vois souvent en ligne. Très heureux d'être ici aussi avec des frères et sœurs du continent. Comme Aïcha l'a bien mentionné, moi je suis programme assistant dans le cadre de ce projet au niveau de Afrique TVIS. Mis à part le hackathon dont elle a parlé, il y a aussi un MOOC qui va être organisé. Ce MOOC permettra de donner aux membres de la société civile des informations, des bagages pour pouvoir faire des plaidoyers tout en les basant sur des documents juridiques, politiques, etc. Ce MOOC sera ouvert, ce sera décerné en premier lieu aux membres de la société civile qui s'activent au niveau du continent pour promouvoir les valeurs de démocratie, d'élection et de gouvernance. Et après, ce sera ouvert à tout le monde. Celui qui veut peut venir puiser dans l'information pour savoir comment tenir ou comment faire un plaidoyer classique et en ligne. Parce que l'originalité de ce projet, c'est cette dimension. Parce qu'avant, il y avait eu des projets, je parle sous le contrôle d'experts qui connaissent les institutions de l'Union. Il y a eu des projets pour promouvoir la charte, mais il n'y avait pas cette dimension numérique et c'est ce qui est le plus important par rapport à ce projet-là. Je pense que pour l'instant, c'est tout. Je vais donner la parole peut-être à Latir ou à Lidet. Merci. Thank you very much for that introduction of Afrique TVIS's role in the project. I will be holding off my colleague Leon to talk about EPD at the very end because he'll say a bit more about the fund. But we mentioned there's some level of research and policy analysis within the project, and I will let my colleague Lidet Tades from ECDPM say a bit about the organization and the role in the project. Thanks, Andrew. Good afternoon, everyone. My name is Lidet, and as Andrew introduced, I work at the European Center for Development Policy Management, so for short, it's ECDPM. So ECDPM is a think tank, or it's a research organization. We do research, and it's policy-relevant research, so it's not academic research. And our focus is on the relationship between the European Union or Europe, broadly speaking, and Africa. And one of the themes that we follow or we research on is governance, but we've also been following the African Union reform process for a long time. We deploy different kinds of research tools, and one of the tools that we think would be relevant for this project is the political economy analysis, and this is a tool that we've used to understand how regional organizations in Africa operate. So we've used it to analyze what are some of the factors that actually move regional organizations. Why is it that the African Union, when there's a crisis in one country, reacts, but when it's a crisis in another country, it doesn't react? So trying to understand some of the institutional, but also the political levers that are at play in different organizations. So in this project, our role is indeed producing
analysis, and how we will do that is maybe in three ways. One is following the process of the project itself, so throughout, and informing ourselves, so members of the project, trying to see how we should adapt while we are implementing it. The other one is looking into democracy or civic activism and digital, and how all of these things, where the nexus lies. So what are the ways in which digital has transformed how democracy is exercised or how activism is exercised, and then what does this mean for the policy documents that we have. So to give you a very concrete example of what our role or contribution by way of an activity is, we are, for example, going to or working on a project that looks at the extent to which the African ACDEG, or the African Charter on Democracy and Elections and Governance, is it actually fit for purpose? Because this is a document that was published 10, 15 years ago. Does it recognize how digitalization has changed democracy, how digitalization has changed elections? Is it fit for purpose, or is it really obsolete? Is it old? So one of the reasons why I'm very happy to be here and to meet with all of you is because of this research as well. And then we're also very much interested in possibly going to work on how women, we've seen like in Nigeria, for example, in protest or in activism, we've seen women at the forefront, leading parties, but also leading social movements. So we want to understand a bit more how, in what ways technology has altered maybe gender roles and activism, and how digitalization has sort of interacted with gender norms. So these would be two of the projects that we'll work on, but since it's a long-term project, there would be many. This is just to give you an idea concretely. Thank you. Thank you very much, Lidette, and the emphasis is very clear on policy relevant research rather than the abstract approach to research, which I think is very important and can really inform some of the contemporary debates we're having on democratic governance on the continent. So now I will introduce Later to also speak about the Gore Institute and the role that the Gore Institute will have in the project. Merci Andrew. Je vais parler en français. Voilà, donc bonjour à tout le monde. Donc je m'appelle Latir Tine, je suis Programme Officer à Partners à Gore Institute. Donc je suis le point focal de ce projet au niveau de mon institution. Donc Gore Institute est un centre donc, qui promeut un peu la paix et la sécurité dans le monde, en Afrique plutôt. Et dans le cadre de ce bon, en fait, on a deux programmes. Donc le premier programme donc, parle de prévention des conflits et lutte contre l'extrémisme violent. Et le deuxième programme parle un peu de la gouvernance démocratique. Donc c'est dans le cadre du processus électoral, c'est dans le cadre de ce programme-là que rentre le projet Charter. Donc dans le cadre de ce projet-là, Gore Institute a un certain nombre d'activités à mener. Je ne vais pas revenir sur les objectifs du projet parce qu'Andrew en a assez parlé. Mais Gore Institute, parmi les pays qui ont été ciblés, les 11 pays, Gore Institute a la charge de travailler sur 4 pays, à savoir le Cap-Vert, le Bénin, le Nigeria et le Sénégal. Donc si vous voyez donc, ces pays-là, certains ont signé donc, la charte africaine, d'autres ont ratifié. Maintenant, ceux qui ont signé et qui n'ont pas ratifié, il s'agira un peu de prévoir donc, pour qu'ils puissent ratifier. Ceux qui n'ont pas encore ratifié puissent ratifier. Maintenant, l'implémentation pose problème. Il y en a qui ont signé, qui ont ratifié, mais l'implémentation pose problème. Maintenant, pour promouvoir un peu cette implémentation-là, ou bien cette mise en œuvre, donc, le projet va un peu se focaliser sur le civil, donc l'espace civil, donc la société civile, la promotion de la société civile, pour promouvoir vraiment donc, à faire de sorte que ces pays-là puissent au moins donc, mettre en œuvre vraiment cette charte africaine. Maintenant, ce qu'on a fait dans le cadre de ce projet-là, c'est d'abord la cartographie. La cartographie donc, de la société civile au niveau de ces pays-là, de ces 4 pays. Dans chaque pays, on a fait un peu l'état des lieux
donc cibler donc les OSC, les organisations civiles qui travaillent dans le cadre donc, de la gouvernance démocratique et qui utilisent aussi les civil tech plus précisément. Donc ça nous a permis d'avoir au moins donc, une idée de vraiment donc, les OSC qui travaillent dans ce domaine-là. Maintenant, il s'agira ensuite maintenant de donner des opportunités à ces OSC et d'autres OSC même donc, de pouvoir bénéficier de subgrants qui leur permettra de mettre en activité visant à promouvoir vraiment donc, la gouvernance démocratique dans ces pays-là et pousser ces pays-là vraiment à ratifier ou bien à implémenter vraiment donc, la charte africaine. Maintenant, on met un peu l'accent sur vraiment le civil tech parce qu'on a remarqué que les civil tech sont vraiment donc, une approche qui n'est pas fait faillite parce que bon, les médias sont là, ils ont plus ou moins montré leurs limites par rapport donc, à la promotion de la gouvernance. Maintenant, l'activisme, donc, ou bien l'utilisation des réseaux, ou bien de l'Internet pour promouvoir la gouvernance démocratique est aussi donc, quelque chose de nouveau et qui est en train de porter ses fruits. C'est la raison pour laquelle maintenant, nous faisons le focus sur cette approche-là visant vraiment à promouvoir la gouvernance démocratique dans ces pays-là qui ont été ciblés. Maintenant, quand on aura donné l'opportunité à ces OSC-là qui auront été sélectionnés donc, après soumission de candidature, ils vont mettre en œuvre des activités. Maintenant, ces activités-là seront coordonnées par des instituts au niveau de ces pays-là que nous ciblons. Maintenant, donc, ces activités-là qu'ils auront proposées viseront un peu à promouvoir cette gouvernance démocratique. Maintenant, l'utilisation du civil tech sera vraiment donc, une approche que nous allons vraiment donc, promouvoir dans le cadre de ce projet-là. Maintenant, il y aura des documents qui seront produits dans le cadre de ce projet-là pour les pays concernés. Maintenant, donc, ça permettra d'avoir donc, des policy briefs donc, au niveau de ces pays-là. Nous allons organiser maintenant un forum régional qui va regrouper tous les acteurs qui sont concernés dans ces pays-là. Et à partir de là, donc, le document qui sera produit servira de plaidoyer. Parce que Douel Institute aussi a une très bonne expérience en manière de plaidoyer. Donc nous allons faire le plaidoyer au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine, pour vraiment promouvoir la gouvernance démocratique en Afrique. Mais juste pour insister sur le fait que l'utilisation des civil tech pour la gouvernance sera vraiment une approche qui sera prévue dans le cadre de ce projet-là. Donc c'est plus ou moins donc, ce qu'on a prévu de faire dans le cadre du projet Charter au niveau de Gore Institute. Je vous remercie. Thank you very much for that summary of Gore Institute's role in the project. And as you've mentioned, supporting civil society through the grants that we want to issue in the project, I'll give Leon the opportunity to say a few things about the European Partnership for Democracy and then speak more specifically about that element of the funding within the project. Merci, Andrew. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Léon Hemkemeyer, je suis coordinateur programme à EPD et je vais continuer en anglais. Ça va, ça va. Merci. Le français la prochaine fois, je promets. Okay. EPD, so a bit, just a few words about EPD. We are a pan-continental European network. We have 18 members. They are all European democracy support organizations, and they work in different fields of democracy support. So some of our members will work with parliaments, others will work with civil society, human rights defenders, local authorities. And so it's very mixed, and as a whole, as a network, we represent all of the different sectors of democracy support in Brussels, which is where we are based. We work quite a bit with the European Union, also in view of securing that democracy is a high priority on the European Union's foreign policy agenda. And we also implement projects across the world, which is the framework that we're in here today. I'm also represented, I'm not the only representative of EPD these days. I'm also with my colleague Majda and our executive director Ken Godfrey, who are also here with me today.
So in the context of this project, we have a number of roles. I won't go very much into depth because I think a lot of it has already been said. We, through Andrew and then supporting colleagues, will ensure that there is a strong linkage to the African Union organs. Our colleague Ibrahim Sanusi in the previous session was saying that he has felt that there's a lack of engagement of civil society at the continental level, and it's exactly that we want to counter by opening bridges and improving the flow of information in both directions between African civil society, Pan-African civil society, and African Union policymakers. We will also work with grantees in the East Africa region, similarly to what Latir has already described for the West Africa region. And we will also lead on the administrative things and be the administrative lead of the project. Maybe we can go to the next slide, or 2 slides ahead, please. There are 2 other members that are not, pardon, oui. There are 2 other members that are not here today. So I will just briefly introduce them as well. One of them is the Democracy Works Foundation. They are based in South Africa, but they have a presence across Southern Africa. And they will play a similar role to the Goeree Institute, but with a regional focus on Southern Africa. And the 6th member of the consortium is Code for Africa, who I think will be familiar to most of you. They are a continental federation of civic tech developers, data scientists, and digital journalists. And they will support us on a number of issues relating to the development of civic technologies. So they will have an impact fellow program in the context of the grants that we will be managing through this project, where their developers will embed themselves into initiatives, into civil society organizations, and assist them depending on their need, whether they're very new to civic tech or whether they already have experience in civic tech but want to develop a certain aspect of their work, then these fellows will be there to support them in that. We also want to build, and that's another thing that Code for Africa will be supporting us, a continental platform that's surrounding the charter that we've been mentioning, that provides evidence on the implementation of the charter, that provides evidence about the different initiatives that are working towards a better implementation of the charter across African Union member states, that showcases the work that we are able to support through this project, and that serves as let's say, a connecting hub between activists and civil society representatives along those issues. Okay, one particular thing that I would like to point out, which is one of the first major activities that we're launching these days, is the Civic Tech Fund.Africa platform. So this is also the URL that you will be able to access this. It is not online yet, but will be launched until the end of November. And so if we go to the next slide, you'll see a bit of an impression on how it will look. The URL is also in the logo up there. I saw someone wanting to take a photo, but it's civictechfund.africa. And essentially here we will be launching all of the different grants and the calls for ideas in the different countries that we are targeting through the Charter Project Africa, and also through a complementary project that is financed by the GIZ and owned by the African Union itself, which we've called the African Union Civic Tech Fund. So this is a separate initiative from the project that we've been discussing so far, but they will both be accessible on this platform, and there you will be able to find information on calls for ideas across the African continent, and with a very similar objective in terms of increasing citizens' engagement in issues of democratic governance and a few other things, including youth involvement in public life and the general development in Africa. I think I'll stop here unless I've forgotten anything. No? We're all good. And I think we're all happy to answer any questions that you may have.
Thank you very much, Leon. So that, in summary, is the Charter Project Africa, an ambitious project, I believe, but a very worthwhile project, and one that we hope a lot of you in this room will engage with at different levels and at the different objectives we hope to meet. So the floor is open to questions you may have about the project. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation et ce projet, mais surtout vraiment la diversité des acteurs qui constituent le consortium. Donc moi, je suis Seynabou Sindia et Madame Diaby. Je suis à Oxfam au Sénégal. Je suis activiste, mais je suis à Oxfam au Sénégal. Et pour cette session, je suis venue représenter Oxfam parce que Oxfam est en train, au Sénégal, est en train de mettre en œuvre une nouvelle stratégie. Nous allons faire moins de service delivery et nous sommes en train de devenir un hub d'influence. Oxfam, au niveau international, est en train de réduire son empreinte géographique et de donner plus de force aux bureaux pays pour qu'ils deviennent des affiliés, au même titre que les Oxfam qui sont en Europe. Et dans ce cadre-là, moi, je suis chargée, je suis conseillère genre et jeunes. Donc, ce projet m'intéresse vraiment à plusieurs titres. Et moi, ma question est de savoir comment, comment Oxfam, nous pourrions intervenir à travers ce projet en tant que partenaire. Qu'est-ce que nous pourrions faire ensemble en tant que hub d'influence où vraiment toutes les thématiques, tous les points qui ont été édictés ici nous intéressent et nous travaillons là-dessus. Allant vraiment de la recherche au plaidoyer pour influencer autant les dirigeants que le changement disons, au niveau des populations. Voilà, donc moi vraiment c'est des pistes de partenariat, de collaboration. Ok, merci beaucoup. Moi, je suis Adam Diko, je viens du Mali. C'est pour aller dans le même sens que celle qui vient de parler. D'abord, bravo. Je pense que ça, c'est un signal fort. Un projet porté par un consortium d'acteurs africains et aussi européens. C'est vraiment un symbole fort. Donc, bravo à vous pour ce consortium. Je souhaite bon vent à ce consortium, mais aussi au projet. Ma question est de savoir les pays qui ne sont pas cités, c'est-à-dire, c'est vrai qu'on a parlé un peu de tous les pays africains, mais il y a certains pays qui ont été cités, parmi lesquels il n'y a pas le Mali. Donc, comment est-ce que ces pays vont être intégrés? Est-ce qu'à ce niveau, c'est seulement par rapport au plaidoyer au niveau sous-régional et au niveau régional, ou bien il y a une possibilité que ces pays aussi, que des actions tout directement ces pays, c'est-à-dire de la consolidation et aussi de la gouvernance. Je dirige une organisation qui travaille sur la gouvernance et la démocratie. Donc, comment est-ce que notre organisation peut être impliquée dans ce projet? Est-ce que les appels à subventions des organisations qui travaillent sur des aspects démocratiques et gouvernance, mais qui évoluent dans des pays qui ne sont pas cités là, notamment le Mali, est-ce que ces organisations sont éligibles à ces subventions? D'accord. Merci bien pour cette présentation très riche. Je voulais d'abord continuer là où Adam s'est arrêté. Elle a pris le cas du Mali. Mais au-delà du Mali, quand Andrew a présenté, il a dit que, bon, il a mentionné quelques pays à titre indicatif et il a dit que ça s'étend à l'Afrique. Donc la question c'est de savoir, au-delà de la phase que je peux appeler phase pilote, quel est le plan d'expansion du projet, le scale-up, stratégie pour permettre à d'autres pays de pouvoir en bénéficier et être éligibles. Donc ça c'est ma première question. Et puis d'un point de vue branding, je pense que l'aspect sur Civic Tech ressort essentiellement dans la présentation, mais quand on va dans le détail des composants du projet, on se rend compte qu'il y a plusieurs dimensions. Donc, la question, c'est de savoir
dans la stratégie marketing du projet. Est-ce qu'on veut le présenter comme un projet typiquement Civic Tech ou le Civic Tech est un composant ou un pilier fondamental du projet? Je pense qu'il faut que ce soit clarifié pour que cela puisse servir dans l'approche marketing. Je termine en parlant de mon organisation et du rôle que nous voulons jouer, que nous allons jouer en accompagnant les initiatives de Civic Tech, dont je représente WACSI, l'Institut de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, et nous souscrivons à ce projet de Civic Tech pour accompagner les initiatives d'engagement civique par le moyen de la technologie pour renforcer la gouvernance démocratique dans nos États, parce que nous avons à cœur le développement de la jeunesse et nous avons à cœur l'expansion du rôle de la société civile et la reconnaissance primordiale du rôle que la société civile joue. C'est pour nous un cheval de bataille et nous nous sommes donné le mandat de le faire depuis la création de l'Institut, de contribuer à l'émancipation du leadership de la jeunesse et de contribuer au renforcement des capacités institutionnelles de la société civile. Et nous traduisons cela en étant un partenaire pour le sponsoring du prix qui sera présenté ce soir. Et nous avons ouvert une plateforme pour que le gagnant, ou disons le vainqueur du prix, puisse bénéficier d'un programme de stage au sein de l'institut que nous dirigeons et qui va combiner les aspects sur la conscience civique, le leadership, le développement de la société civile et l'utilisation de la technologie, parmi tant d'autres options, y compris le plaidoyer que nous allons offrir dans le curriculum de formation pour accompagner les interventions de Africtivistes. Donc chapeau encore pour cette initiative et nous souscrivons entièrement à cela. Merci. Ici. Okay. Merci beaucoup. Je me présente. Je suis Traoré Adama de la Côte d'Ivoire. Je représente ici le réseau ivoirien des jeunes leaders pour l'intégrité, une organisation qui travaille à la promotion de la bonne gouvernance et lutte contre la corruption également, mais aussi qui fait la promotion de l'engagement politique des jeunes. Et je ferai dans un premier temps un clin d'œil à Gorée Institute, une organisation que nous connaissons très bien pour avoir travaillé avec elle en 2015 dans le cadre de l'observation électorale en Côte d'Ivoire, avec une plateforme qui a été mise en place à cette époque. On a aussi travaillé avec Gorée Institute dans le cadre d'un forum sous-régional pour le leadership jeune en faveur de la paix et de la cohésion sociale en 2016 et puis en 2018. Et donc, pour dire qu'on connaît très bien Gorée Institute, je suis également le coordonnateur d'une plateforme nationale ici en Côte d'Ivoire qu'on appelle les Poucha Jeunes Une Voix. Et nous sommes très portés justement sur ces genres d'initiatives qui mettent en relation beaucoup d'organisations pour un objectif commun. Et donc, nous souhaiterions savoir quel rôle une organisation locale comme le RIJLI pourrait jouer dans une telle plateforme et comment une plateforme qui représente plusieurs organisations au niveau national pourrait également jouer un rôle dans une telle initiative. Et merci beaucoup pour cette belle initiative. Merci. Someone else? Je voudrais remercier les panélistes pour la qualité de leur présentation. Mon intervention se situe au niveau d'une composante de la population qui, jusqu'à présent, au niveau africain, a des difficultés même pour accéder aux élections. Quand je veux dire élections, au bureau de vote. Aujourd'hui, les élections, certains ont tendance aujourd'hui que ça se fasse en ligne. Je vais parler particulièrement de la communauté en situation de handicap en Afrique. Et cette communauté a des difficultés quand il y a les élections, même au niveau des déplacements, les bureaux de vote ne sont pas accessibles. Et quand on est en ligne, parce que l'idéal serait qu'on soit en ligne, parce que toutes les personnes en situation de handicap ne peuvent pas se déplacer, parce qu'il y en a qui ont le handicap lourd, mais qui peuvent aussi prendre part, qui peuvent élire, et qui ont des difficultés. Et toutes ces personnes en situation de handicap, même les bulletins de vote qui ne sont pas accessibles aux non-voyants, donc tous ces éléments-là, qu'est-ce que votre projet fait pour cette composante de la population au niveau africain et dans chaque pays? Je vous remercie. Ok, merci. Ma question, c'est un peu comment est-ce que le projet aussi prendra en compte les initiatives déjà existantes? Je pense que voilà, beaucoup d'organisations aussi sont là, représentées par souvent des membres même de Africtivistes, mais qui ont eu à développer déjà des initiatives en lien avec la participation des jeunes sur les élections, la gouvernance et tout ça. Comment est-ce qu'un mapping sera fait pour que
ça ne soit pas une duplication de ce qui existe déjà, mais partir d'un existant pour vraiment donner quelque chose de nouveau. Il a parlé d'un point aussi, la dimension d'handicap, qui a été déjà évoquée. Et quelle serait en ce moment l'innovation que ce projet va amener sur déjà ce qui a été fait. Voilà, merci. Lusophone et on termine. Bonjour, je m'appelle Malmo Dosreis, je suis de la Guinée-Bissau. Je tenais juste à introduire un peu ce que nous faisons à Guinée-Bissau. Nous avons une plateforme appelée Observatoire de la démocratie et de la gouvernance. Nous avons lancé un projet pendant les élections qu'on a appelé Nyavotu, Nyavotu en créole, en français qui veut dire mon vote, qui nous a permis de suivre les élections législatives depuis les préparatifs jusqu'au résultat. Après quoi, nous avons lancé un projet qu'on a appelé OpenGov, qui a été financé par l'ambassade des États-Unis, où nous avons travaillé dans tout ce qui est bonne gouvernance, mise en place de la bonne gouvernance, et nous avons lancé notre plateforme. J'aimerais juste comprendre, nous les lusophones, qu'est-ce qu'on peut attendre de votre initiative et si nous serons éligibles par rapport à votre plateforme et aux différentes craintes que vous allez lancer. Merci. Okay, thank you very much for those many questions and contributions, and it's very good to see that the project is already eliciting a lot of enthusiasm and there's an eagerness to engage. I think there are a series of themes that I've picked up from some of the comments. The first theme is around how expansive the project can be in terms of its scope. How many countries can it include? How many countries can be eligible for the civil society support under the project? The other theme I have picked up on is the importance of synergies with existing projects around governance, and then also how we can further partnerships outside the consortium with other initiatives and institutions that are also interested in working on the issue of democratic governance, and then another theme of inclusivity within the project. And yes, the other issue also very importantly is the structuring and the overall vision of the project. So I think I'll start with the last one. So like we talked about it, the emphasis of the project is about enhancing or improving democratic governance and using the African Charter on Democracy, Elections, and governance as the instrument to drive that push. The approach is emphasizing the use of civic technology to drive that agenda. So the aspect of civic technology runs as a thread throughout all the interventions of the project. There are specific activities, as Aisha raised, that focus on elevating the use of civic technology and digital engagement within the public and within civil society. But then even the other elements of the programs, for example, how we will disseminate the research that emerges, how we create our knowledge tools and make them available. Civic technology becomes the foundation, operating foundation, to get those elements of the project moving forward as well. Now, with regards to the reach of the project, I'll also let Leon at some point say a couple of things about the fund. But I do recognize, and we all recognize in the room, that democratic governance is a very broad and contemporary issue for the continent. It's a very important live issue for the continent. And the continent is indeed expansive. 55 member states, each with a dynamic on democratic governance that we all need to pay attention to. But then we also have to reconcile that with the natural limitations of projects, as we all know, within our project designs. There have to be limits and to the scopes of how far a project can go and the objectives and the targets it can reach. And it's for that reason, for example, that you find there are only 11 target countries within the project. It's not to say that we don't acknowledge the broadness of the democratic governance issue on the continent. It's just that then again you have to operate within the normal project limitations of what resources are available, what time you have to implement the project, and then also what competencies you have as a consortium and members to use within the project. So those also went into some of the decision making as then you then see the 11 target countries. That said, there are elements within the fund that may open themselves up to
to some conversation about how we can move beyond those 11 countries in a limited way, but I'll let Leon touch on that as well. So maybe at this stage, Leon, I'll let you come in and just explain a bit more of how the fund will operate in that sense. Okay, thank you, Andrew. We have these 11 countries because we needed to limit the scale, and so we needed to just pick countries that are also within the reach and within the geographic focus, let's say, of the partners in the consortium. So that means that there will be a focus on those countries, but aside from the national engagement, and that maybe relates also to some of the questions on what can organizations at the national level do, we also want to strengthen we have a particular focus on continental action. And so that can be on a regional scale, and that can transcend the national borders essentially. So if there's an organization from a different country that has the reach and the ability and has an existing network to engage at a higher continental level, then that is something that we're quite interested in. Let me maybe also respond to some of, because there were some questions on what can national or organizations that are working at a national level do, how can they contribute, and also the question on what can Oxfam do in the context of the project. We know that there's a lot of action at the national level, and essentially we want to build the bridge to the African Union level. We want to take from what is already happening and make that visible to the African Union, because it is happening, but the connection sometimes from our assessment is not made, and that's why we believe that civic tech and digital engagement can be a tool to bridge that gap. So we are in need of engagement, of participation in the activities that we are planning. We have a number of activities. There's other activities aside from the grants. There's training and support. There's networking, matchmaking. And so we want to assemble those initiatives that have the ability to make the link to the continental level. And we want to amass them and bring them together and become a hub of these types of actions surrounding the African Charter for Democracy, Elections and Governance. Ok. Donc, moi, je vais compléter par rapport à la question des initiatives déjà existantes. Le concours panafricain pour les solutions tech, l'objectif, c'est d'identifier, de faire une cartographie des initiatives existantes, mais aussi en fait, s'il y a de nouvelles propositions pour mettre en œuvre des initiatives tech. Donc ça sera l'opportunité pour nous de cartographier ce qui existe et aussi de recevoir des propositions de nouveaux types de solutions. Je voulais juste ajouter aussi, pour ce qui est de Africtivism par rapport à ce projet, nous avons ce qu'on appelle, en fait, on va décerner un prix à un chef d'État champion de la Charte africaine pour la démocratie, les élections et la bonne gouvernance. Et ça sera fait avec les organisations de la société civile qui vont définir les critères pour identifier le chef d'État. Bon, ça se fait rare actuellement, mais on verra. Et le rôle de ce chef d'État-là sera de porter la charte, en fait, pour encourager ses pairs à davantage, comment on dit, how do you say domesticate? Ok, domestiquer la charte au niveau national, parce qu'il y a, en fait, des fois, il n'y a pas ce lien-là qu'il devrait y avoir avec la plupart des conventions, protocoles ou chartes que l'Union africaine ratifie. Donc, on va essayer de voir comment est-ce qu'au niveau national, même les organisations locales pourraient davantage faire le lien entre ce qu'ils font et la charte et comment est-ce qu'ils contribuent à ce projet continental. Merci. Okay. Juste pour répondre à la question de Franck, de Waxy, au fait, par rapport à la dimension de, comment dire, plaidoyer en ligne du projet, bon, certes, ce n'est pas seulement ce plaidoyer-là qui est pris en compte, mais
je peux dire que c'est l'aspect le plus prépondérant du projet, parce que l'un des mots-clés du sommet, c'est les Civic Tech, une chance pour le continent. Bon, il faut qu'on en fasse une réalité dans le cadre de ce projet. Et Africtiviste, avec les autres membres du consortium, nous travaillons tous depuis un bon moment en collégialité pour pouvoir réaliser ça. Et je pense qu'avec l'appui de tout le monde. Et pour ce qui est du plaidoyer, autant pour moi, bon, je dirais classique ou de terrain, il y a ici d'IPM, il y a Gore Institute qui travaille là-dessus. Et je pense qu'avec la cartographie et tout, on est dans le bon chemin. Et je pense que, comme l'a dit Adam, tout le monde sera inclus et on pourra travailler ensemble pour promouvoir la bonne gouvernance, la démocratie et exiger des élections transparentes dans nos pays respectifs. Merci beaucoup. Voilà, merci. Donc, je pense que pratiquement toutes les questions ont répondu. Juste préciser que au niveau du Grand Institut, donc, on a prévu dans le cadre de ce projet-là de travailler avec 16 OSC, donc dans ces 4 pays-là, à savoir 4 OSC par pays. Donc maintenant, restera à définir les règles, ou bien il y a possibilité de réduire à 2 dans certains pays. C'est une proposition qui a été faite et sur laquelle nous allons discuter. Mais juste pour dire qu'on ne peut pas travailler avec sur tous les pays, parce que c'est un financement limité, aussi bien sur le côté budget et dans le temps. Donc, mais nous avons aussi eu à travailler donc, dans le cadre du programme processus électoral et gouvernance démocratique dans ces pays-là comme la Guinée et la Côte d'Ivoire. Maintenant, l'autre a parlé de la participation. Je crois qu'au niveau de la nous faisons un peu la promotion d'une approche inclusive et participative. Donc, quand on parle de civil tech, donc je crois que c'est une approche qui ne nécessite pas nécessairement le déplacement, que la personne soit à mobilité réduite ou pas. Je crois que c'est un travail qui peut se faire. Parce que d'habitude, on dit des activistes que c'est des gens qui sont dans leur chambre, qui se cachent derrière le clavier, qui tapent sur l'ordinateur et qui disent n'importe quoi. Donc juste pour dire que c'est une approche que nous avons inclusive et participative qui promeut la participation de tout le monde, même les personnes à mobilité réduite. Maintenant, Oxfam, nous travaillons déjà avec eux dans le cadre d'un programme sur la gouvernance des ressources naturelles. Je crois que ce sera juste une continuité. Donc s'ils sont vraiment dans le cadre de ce projet-là, s'ils peuvent vraiment appuyer au niveau du Sénégal, ce sera aussi un prédire de travail avec eux. Ça va juste être une continuité. Merci. So thank you very much. I think that concludes our time for this panel, but I want to assure you all this is just the beginning of the conversation around this project. We will continue engaging, we will continue internalizing a lot of the feedback we've had today and the feedback that we shall continue to get. A couple of quick milestones. We are hoping to have some more public events around the project towards the end of the month and again in the early start of December. So we will also keep you all informed, and we look forward to engaging with you on the course and the life of this project in the hope that we can continue to improve it together and reach that overall target of improving democratic governance on the continent. Thank you all. Merci. Vous pouvez les applaudir s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci.